Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première édition du nouveau format de la chaîne qui va s'appeler Transition V11 Objectif VTC. Alors pourquoi ce titre ? Pour deux raisons. La première, la plus évidente, c'est qu'on vient de faire la transition de la V10 à la V11. Et du coup, il y a pas mal de trucs qui restent un peu comme avant, mais aussi beaucoup de trucs qui changent. Et la deuxième raison pourquoi Objectif VTC, c'est parce que cette émission, elle va être en collaboration avec l'équipe suisse qui ira au VTC pour avoir leur expertise tactique. Et moi, de mon côté, qu'est-ce que je vais faire ? Eh ben, je vais aller le streamer, cet événement, pour la première fois. Donc, pour pouvoir streamer avec un minimum de connaissances, je suis obligé de me renseigner rapidement quand même sur comment fonctionne ce jeu, histoire de ne pas être trop largué au niveau du commentaire. Et du coup, pour cette première édition, personne d'autre que le community manager de ladite Team VTC, Litandir ou Adrien. Comment vas-tu ? Hello tout le monde, ça va bien, merci. Du coup, première émission. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore tout qui est sorti pour la V11, mais on a déjà une bonne partie. Donc, attends voir, hop. Si on passe à la suite, je commence tout de suite par un disclaimer. Il nous manque encore des informations. Ils ont teasé qu'une partie des règles seront dans un appendix. Le but de cet appendix est de pouvoir être changé facilement, donc c'est pas directement dans le grand livre en papier. Également le MFM qui contient les coups en points, on l'a pas encore vu passer et potentiellement ça peut beaucoup changer la réalité des choses. Également, on sait déjà, c'est à chaque fois la même chose, il y aura des facs qui vont sortir pour patcher ce qui est un petit peu débile de façon inattendue. Et je ne sais pas encore quels autres trucs vont arriver d'ici là. Également, malgré le fait que je sais que vous, dans l'équipe, vous avez essayé le plus vite possible de sauter sur la V11 et puis commencer à regarder un petit peu les règles, malgré tout, l'expérience reste très très limitée. On n'a clairement pas eu le temps de tout tester. Moi, personnellement, de mon côté, j'ai fait une seule game en V11 et j'ai quand même eu l'occasion de découvrir plein de trucs. Notamment, c'est rigolo parce que dès que tu commences à lancer des dés, t'as l'impression d'être dans la routine, tu connais, t'es là, ok, je connais les profils de mes unités, je roll comme d'habitude, faut juste pas se laisser surprendre. Mais il y a des pièges maintenant. Voilà, c'est la BS, là, c'est un petit peu le piège. Mais par contre, alors autant ça, c'est très proche, dès qu'il s'agit de déplacer les figurines sur la table, je ne sais plus quoi faire. Là, tout a changé, je trouve, dans la façon d'aborder la table. Et où mettre ses unités dessus. Alors tu me diras, c'est le plus essentiel d'une game de Warhammer, mais... Le mouvement. Le mouvement, mais clairement, en fait, c'est une version qui va quand même être assez différente, j'imagine. Ouais, on voit avec les primaires, hein. Les primaires, comment on va devoir les aborder, ça va vraiment changer comment on va jouer. Et également, donc... on va parler des primaires et des secondaires de façon très brève quand ils interviennent dans certaines règles, mais ils auront clairement la nécessité d'avoir leur propre stream, c'est-à-dire un stream pour les, comment ça s'appelle déjà, les dispositions, les forces dispositions, et un stream pour les X cartes de secondaire qu'il y aura. Donc, parlons de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de tous les changements qui ont eu lieu entre la V10 et la V11. Il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, on va les prendre... Ouais, mais en vrai, par exemple, si tu prends la V7 à la V8, on a changé de jeu. Ouais, je suis d'accord. Là, de la V10 à la V11, on a changé les règles du jeu. C'est un petit peu comme ça que je vois le truc. Du coup, on va les regarder phase par phase, c'est le plus simple. On s'étendra pas trop sur ceux qui ont peu d'impact, mais on va quand même faire un truc, c'est qu'on va... Enfin, tu vas leur attribuer un impact, c'est-à-dire les changements qui vont avoir un impact mineur, c'est-à-dire que c'est des changements que tu vas pas forcément prendre en compte au moment de créer ta liste et le roster des 8 équipes, des 8 codex qui vont être joués pour l'équipe suisse au VTC, mais du coup tu vas juste en prendre note, en prendre compte au moment de jouer sans adapter ta stratégie. Ça, c'est les impacts mineurs. On peut appeler aussi des side grades. Après, les impacts majeurs, c'est les unités ou les façons de jouer qui vont avoir un impact fondamental sur les décisions que tu prends et comment tu crées tes listes d'armées. C'est-à-dire que si tu prends pas cette unité,
c'est un changement important dans ton roster qui fait que tu vas te diriger vers un autre truc qui a tout autant d'importance. Pareil pour de la stratégie, si tu fais pas ce move, c'est que tu dois faire un autre move qui a tout autant d'importance. Et ce qui sera en rouge, donc on va colorer au fur et à mesure qu'on avance dans les textes, on va colorer les trucs avec la couleur que tu me diras. En rouge, ce sera un changement central, c'est-à-dire que tout le jeu va graviter autour de ce changement. C'est quelque chose qui va changer la façon de jouer à Warhammer en V11. Est-ce qu'on est OK sur ces notions-là? Ouais. Ça semble cohérent. Oui, l'exercice semble cohérent. L'exercice semble cohérent. Alors, dans ce cas, on va démarrer sans plus tarder. La première phase, qui n'est pas une phase du jeu, qui se passe avant le jeu, c'est le list building. Qu'est-ce qui a changé dans le list building? Alors déjà, donc pour chaque truc, moi je vais prendre la ligne, je vais expliquer le changement et ensuite toi tu vas expliquer en termes de stratégie ce que ça change et quel petit retour, petite expertise il y en a déjà eu au sein de l'équipe sur ces différents changements. Donc maintenant le système de détachement passe à 3 points. Vous avez 3 points pour créer votre détachement. Les détachements les plus puissants coûtent 3 points, donc vont être uniques, mais il y a certains détachements qui coûtent 2 points et des sortes de micro-détachements qui coûtent 1 point. Dans chaque codex, il y a généralement 3, évidemment les Eldar 4, je ne sais pas pourquoi, micro-détachements à 1 point qui généralement vont buffer une partie réduite du codex, et sinon les détachements plus centraux qui vont coûter 2 ou 3. Alors maintenant, selon toi, qu'est-ce que ce changement de système de détachement va impacter ? Bah là, on peut presque le prendre avec le deuxième point, parce que est associé à chaque détachement une force disposition. Bien sûr. Et donc ce changement va être central, parce que on voit déjà apparaître dans les forces disposition des forces disposition qui sont plus fortes que d'autres. Et donc des fois, on va préférer ne pas prendre un détachement à 3 points, parce que derrière, on a une force disposition qui est nulle. Premier exemple, Renegade Raiders chez le CSM, qu'on verra peu. Oui. Parce que Recon, c'est pas ouf et ça ne correspond pas énormément au playstyle de Renegade Raiders. Okay. Et derrière, on va pouvoir prendre du 2 points et des fois même orienter, enfin c'est ce qu'on pense, orienter sa liste sur un autre détachement à 1 point pour nous donner une meilleure force disposition. Outre que de donner un buff à 2 unités qui sont très situationnelles, des fois on va même choisir de juste rien buffer, mais avoir une force disposition qui plaît à notre armée, qui plaît plus à notre armée. Donc oui, ça va être central, et ça va être central dans le list building. C'est-à-dire que des fois, tu te dirigerais volontiers sur une liste, sur un détachement primaire à 2 points plutôt qu'un à 3 qui serait meilleur, juste pour aller chercher un détachement à 1 point qui te donne la meilleure force disposition par rapport à ce que tu veux build. Je sais pas, c'était hier ou avant-hier avec Seb, on réfléchissait, et en fait, sur GSC, on a Brute Surge qui est en take and hold, et il a vraiment... Enfin, oui, il a beaucoup d'unités, mais il a pas envie de faire du take and hold réellement, Ouais. quoi. Il a envie de courir dans tous les sens et d'aller casser la gueule à tout le monde. Et donc, il y a un point qui donne Purge de Faux, il me semble. Et donc là, ça peut faire sens, c'est ce qu'on se disait. Ok, d'accord. Donc du coup, ouais, j'ai groupé avec justement ces forces disposition. Vous avez vu, j'ai marqué entre parenthèses à côté info partielle. Je l'ai mis à chaque fois qu'on n'était pas encore au courant de la totalité des règles. C'est-à-dire que là, des forces disposition, on en a quelques-unes, mais on les a clairement pas toutes. Donc, on les a toutes, mais on n'a pas les maps qui vont avec aussi. Parce que ça sera associé bien sûr aux forces disposition des maps en fonction de contre qui vous tomberez. Et d'ailleurs, ça aussi, ça va jouer beaucoup dans le list building, parce que si on voit que on va avoir un purge de faux, mais que toutes nos maps ne sont pas tous du CAC, on va peut-être pas build une armée purge de faux CAC pour entrer dedans. Également, c'est vrai que au moment où j'ai commencé à préparer le support informatique, les détachements, les forces disposition Imperium n'étaient pas encore sorties. Elles sont sorties juste après que je l'ai fini. Donc vraiment, les forces disposition, on les a, mais on n'a pas encore toutes les, je veux dire, tous les détachements avec leurs forces disposition. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est arrivé aujourd'hui. Ouais. Pour l'Imperium. Oui, c'est le tout dernier aujourd'hui. Exactement. Également, je précise aussi dans le chat, n'hésitez pas à tout moment à poser des questions, parce que moi, je me rends pas encore compte qui a eu le temps de déjà comprendre certains trucs ou non. On détaille volontiers certaines règles au cas où il y a des trucs qui sont pas clairs, parce que sûrement qu'il y en aura.
Et Et nous voilà. dire si on a oublié des choses, parce qu'on Ça, va on sûrement verra tout oublier à des la fin. choses. Hein. Si on oublie de parler de certains changements, j'ai mis une petite section à la fin pour qu'on rajoute ceux que j'aurais oubliés. Ensuite, on a eu une autre information, mais pas encore de détails là-dessus, c'est que le Wargear, probablement que les armes les plus importantes des chars, hein, pas forcément chaque bolter et chaque pistolet de chaque unité, bah, il sera payant. Et le spam d'unité, plus vous spammez une unité, plus elle va être payante, a priori. Et je Qu'est-ce que tu... rajouterais même qu'on risque d'avoir aussi différents types de profils, comme on a pu voir chez To et chez Drukhari. Hein, je pense notamment aux Scourges, avec Ouais, les Scourges anti-tank et les Scourges anti-personnel, avec des points différents. Ça aussi, on va plus en voir. Donc oui, ça sera... Là, on va pouvoir mettre du jaune. ouais. Je pense c'est entre le central et le majeur. Parce que globalement, on va pouvoir voir peut-être la résurgence d'unités avec un Wargear qu'on voyait pas avant. Donc globalement, des unités qui étaient pas optiques, qui vont le devenir grâce à ce système de points. On va voir aussi des listes spam qui vont potentiellement être nerfées, suivant le poids qu'on va voir sur ce spam-là. Et le Wargear, pareil, hein. Enfin, ça sera à voir. Encore une fois, c'est sans avoir le MFM sous les yeux et comment ça sera géré, on peut pas énormément dire. Donc c'est pour ça, pour le moment, je le mets en jaune. C'est vraiment à la frontière jaune-rouge. Ok, d'accord. Autre point, maintenant, alors c'est un point qui comprend 2 points, entre guillemets. On a le rôle de leader et de support qui a été explicité. C'est-à-dire qu'une unité peut être rejointe par un personnage leader et un personnage support. Le personnage leader peut jouer en solo ou rejoindre une unité qu'elle a le droit de rejoindre, alors que le personnage support est obligé de rejoindre une unité qu'elle peut rejoindre. Et également, changement par rapport à la V10, lorsqu'on donne sa liste d'armées, on doit donner déjà... Tout est sur la liste. Exactement, si les leaders sont attachés, ce qui fait, je prends l'exemple des taux, qui avaient envie peut-être d'avoir des commandeurs où ils vont au dernier moment dire quel type de crisis ils vont rejoindre pour quel type de buff ils vont obtenir, et bien ça maintenant ça doit être éclairci au moment de donner la liste. Oui, donc ça sera aussi... surtout le fait qu'on doive donner la liste avec tout, ça va être central, parce qu'on aura plus... cette polyvalence où on va se dire on fait ça, ou moi qui joue Eldar ou du T3, que le mec en face qui joue du custo et qui se dit je vais rien attacher, comme ça j'ai plein de petites merdes pour venir t'embêter, ça il pourra plus le faire. Donc il devra réfléchir avant s'il veut avoir tout le monde détaché ou pas. C'est vrai, tu vois, je pense aussi, par exemple, pour quand tu joues les Raveners et puis que tu as la Kill Team Raveners et les Raveners normaux, ça fait une sacrée différence de jouer 2 escouades de 5 ou une de 10. Oui. Donc, effectivement, là, il y aura un choix à faire au moment du list building. On ne sait pas encore ça, ou c'est moi qui sais peut-être pas encore, mais je sais pas encore si les splits de squad, genre dans des Venom ou dans des Immolators, se font au début de la partie ou alors se font au list building. Se font au list building. Ça, c'est un bon point. Je ne sais pas. Ok, alors effectivement. Je ne saurais pas y répondre. Ça, c'est un truc, je pense, qui va venir avec une fac ou une petite info comme ça. Sinon, également, dernier point concernant le list building, désormais, vous pouvez mettre dans vos 1000 points de réserve tous les rôles, c'est-à-dire que ce soit de la FEP ou de la réserve stratégique, la limite est à 1000 points, il n'y a plus un split de 500 au maximum pour la réserve et jusqu'à 1000 de FEP. Là, maintenant, tout est dans les 1000 points. C'est side grade, c'est un éclaircissement et ça fait bien plaisir. Maintenant, on sait, on n'a plus besoin de chercher partout cette règle de merde pour savoir combien c'était le split, savoir si on avait le droit, ainsi de suite. Maintenant, ça éclaircit le jeu et on sait que c'est 1000 points, point barre. Alors, donc ça c'était pour la partie de list building. Ensuite, on va passer à la partie suivante, c'est-à-dire, là on rentre dans les phases du jeu, avec la command phase, la phase de commandement. Donc, primero... Maintenant, les secondaires, ils restent. C'est-à-dire que vous allez toujours en piocher 2 par tour, comme en V10. La seule différence, c'est qu'à la fin du tour, vous choisissez si vous voulez les scorer ou pas. Exemple, j'ai no prisoners et j'ai tué qu'une unité. Est-ce que je veux empocher les quelques points que ça fait, ou est-ce que je veux attendre d'avoir un meilleur tour où j'essaye d'en faire 3 pour maxer cette carte ?
Et vous avez aucune limite sur le nombre de cartes que vous pouvez garder. Si vous scorez rien, vous avez 10 cartes au tour 5. Après, la seule limite qui vient se mettre là-dessus, c'est qu'on ne peut pas scorer plus de 15 points par tour. Alors, gros changement, j'imagine. Et que c'est 50 points maintenant aussi de secondaire. Oui. Donc oui, rouge, tous les jours. Ça va être, central à cette version. Ce fait que maintenant, c'est plus facile, on va dire, de scorer. On va pas se retrouver avec un overwhelming T1 qu'on va de suite virer pour un CP, ou alors pour ceux qui ont de la génération de CP, l'enlever, le garder et prier pour qu'on puisse le faire le tour d'après. Là, maintenant, on peut vraiment planifier, ce qui fait que ça rend ce scoring qui est plus facile à faire. On verra après, que aussi, pas après, au prochain stream, quand on fera les forces de disposition, que c'est aussi plus facile de scorer. Tout est plus facile de scorer. On va avoir des games qui sont beaucoup plus serrés en V11 et on va avoir beaucoup moins de différentiel. Ok. Donc effectivement, ça, on s'imaginait bien que les changements de primaire et de secondaire, ils allaient être en rouge. Sinon, c'est beaucoup plus punitif aussi de les enlever pour avoir un CP maintenant. Effectivement, ouais, parce que en gros, alors j'ai pas fait le calcul de combien il y avait de points en moyenne sur 10 cartes, mais c'est vrai que si tu choisis de prendre un CP, ça fait une sacrée différence. Vu que tu pourrais potentiellement en scorer. Je pense qu'en scorant 4, tu arrives à faire 15 points. 5, ce serait trop. Mais si tu en as 5 en main, c'est que tu n'as pas scoré grand-chose avant. Ouais, faudra voir à l'utilisation, mais effectivement, ça change assez fondamentalement la façon de jouer. En fait, j'ai l'impression que ça négate un petit peu le problème qu'il y avait de la draw T1 que tu n'arrives pas à faire. Il y a quelques objets qui étaient particulièrement merdiques à piocher au T1. Là, au moins, tu te dis, c'est une draw T2 au final. Et du coup, effectivement, ouais, j'avais eu cet écho comme quoi les games étaient beaucoup plus serrés maintenant. Deuxième changement au niveau des Battle Shock. Alors, déjà, pour commencer, les Battle Shock ne se font pas en dessous de la mi-force, mais à la mi-force, ce qui fait une différence gigantesque pour les unités de 2, de 4 et globalement toutes les autres unités un petit peu moins. Également, il y a un truc qui arrive assez souvent, c'est 3 bodyguards et 1 chef. Alors là, ça fait une unité de 4. Donc dès que vous en perdez 2 bodyguards, ça fera un Battle Shock. Et surtout, le Battle Shock, il reste jusqu'à ce que l'unité ait roll un succès sur le Battle Shock. Donc potentiellement, vous pouvez vous faire Battle Shock T1 et garder le Battle Shock jusqu'au T5. Ce qui va faire mal aux armées qui ont des mauvais commandements. Qu'est-ce que tu penses que ça donne, ça ? Alors, ça va être jaune-rouge, je pense. On n'a pas encore assez de retours pour savoir si ça va être central ou majeur, mais en tout cas, maintenant, le Battle Shock a plus de valeur, en tout cas qu'en V10, parce que veut, comme tu l'as dit, être Battle Shock tour après tour, quoi. Pour savoir si c'est... Pour s'imaginer une game de l'enfer où Tyrannide ombre dans le Warp T1 contre de l'Orc et l'Orc n'a pas d'armée pendant 5 tours. Oui, effectivement. Tu vois, c'est un petit peu ça. La question, c'est est-ce que tu sens que tu dois aller te diriger vers les outils qui font des Battle Shock ou que c'est un débat que tu as. Alors forcément, ça va pas concerner tous les codex, mais tu dis, est-ce que je ressors mes Tyrannides pour cette édition juste à cause du Battle Shock ? Potentiellement, je pense que Tyrannide a une place à jouer, et sûrement en team, il pourra trouver sa place parce que, comme on l'a dit, on le met contre du Tau, on le met contre de l'Assista ou on le met contre de l'Orc qui ont un mauvais commandement, un mauvais leadership. Derrière, ça peut retourner des games assez facilement. L'ombre dans le Warp aura beaucoup plus d'impact, c'est sûr. C'est sûr. On le met en rouge ou en jaune ? Non, je pense que c'est en jaune, ça sera à la frontière. C'est un upgrade de la mécanique de Battle Shock. Oui. Mais après, ça sera avec l'expérience, je pense, qu'on pourra dire vraiment si c'est central ou pas. Également, elle a beaucoup plus de valeur. J'ai vu un autre truc que ça impliquait dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a beaucoup d'unités qui avaient des tests de Battle Shock à des moments totalement inutiles. Je pense notamment par exemple au Aruspex qui fait faire des Battle Shock en fin de fight phase. Il y a aussi ça chez les Kroot avec le détachement Kroot.
En fait, c'est des stratas qu'on jouait jamais ou c'est des aspects qu'on regardait jamais parce que tu dis, ben, je battle shock le gars juste avant qu'il soit des battle shock. Bah là, sur les armées à mauvais commandement, tu te dis, bah, il y a une chance sur deux que ça dure un petit peu et si ça dure, c'est structurant. Bah surtout, je crois pas qu'on l'a dit maintenant, mais les bonus-malus sont pas capés. Donc si on a plusieurs auras de -1 au commandement, on peut vite se retrouver dans la mouise. Et dernier point de cette phase de commandement, au niveau actuel de nos connaissances, le gain de CP n'est plus capé. Alors, est-ce que ça va être Alors, rapidement patché dans une petite info? En l'état, ça ne l'est on pas. sait pas. On sait pas. En tout cas, on l'a trouvé nulle part que le gain de CP avait un cap sur un tour. Donc, globalement, on pourrait, si on a une farm à CP, ben, gagner notre CP grâce à la farm à CP. Et derrière, défausser une carte pour gagner un deuxième CP dès le tour 1 et attaquer notre second tour avec 4 CP. Par contre, après, dans le cas où ce serait le cas, est-ce que ce serait un élément central pour builder ces listes? Je pense pas. Je pense, en tout cas, comment dire, vu l'avantage à garder ces cartes au niveau du secondaire, c'est à quel point c'est bien. Ben, on va voir que la génération de CP a une meilleure valeur, plus qu'en V10. Et donc ça sera à voir. Est-ce que oui, on pourra se dire, ben, dès le T1, je veux faire une énorme bombe et je vais dépenser mes 4 CP, mais globalement, on va être assez limité parce que derrière, ben, on va le voir, ben, on a droit plus qu'à un seul, un seul stratagème par unité par phase. Alors, Donc ça limite quand même pas mal. on a Tuco qui nous dit dans le chat qu'a priori, ce serait capé selon un call avec des TO, donc des organisateurs de tournois. Moi, je te propose de la laisser en bleu dans la mesure où l'info est. Comme on a dit, c'était une info. Info partielle, quoi. C'était une info partielle, mais en tout cas, dans les ressources qu'on avait, ben, il n'y avait pas de cap. Ça marche. Du coup, on va passer à la phase suivante. Et quelle phase, j'ai envie de dire, parce que beaucoup de gens disent que le jeu se joue à la phase de mouvement. Eh ben, pas surprenant, du coup, que ce soit la phase où il y a le plus à dire. Ils sont pas dans un ordre particulier. Ils sont un peu dans l'ordre dans lequel ils me sont arrivés en faisant ma recherche d'informations. Et donc, on va les prendre un par un. Tout d'abord, au niveau du scouting et de l'infiltration. Donc, tout d'abord, on ne peut plus être scout et infiltration. Maintenant, il faut choisir. Si on a les deux mots-clés, soit je me déploie en infiltration, soit je me déploie en scout et je fais mon mouvement scout. Si je me déploie en infiltration, je ne fais pas mon mouvement scout. Également, nouveauté avec le mot-clé scout, on peut choisir au moment de faire son mouvement scout, c'est-à-dire lorsqu'on sait déjà qui est le joueur 1, au lieu de faire le mouvement scout de l'unité, on peut la retourner en réserve. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, ça va être du jaune. Du jaune juste pour embêter les joueurs Space Marine. Parce que oui, d'accord, les scorpions sont en pleurs. Oui, c'était bien, mais bon, les scorpions, c'est quand même gadget. Donc, pour le moment, on va dire d'accord. Faudra aussi que je regarde qu'est-ce qu'il faut que je mette comme Wargear sur mes Pathfinder maintenant quand je joue tôt. C'est ça, exactement. Tu vas plus pouvoir. La cage des Pathfinder qu'on a vu en Monka ne marche plus non plus. Exactement. Et ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, puisqu'on parle de cage, une nouvelle information. La cohérence d'unité a changé. Alors, elle reste à 2 pouces. La seule différence, c'est que maintenant, au lieu d'avoir cette histoire de tant de modèles, je dois être à 2 pouces de 1, au-delà, je dois être à 2 pouces de 2, maintenant c'est simple. Vous devez être à 2 pouces, et vous devez être contenu dans une bulle de 9. Donc, c'est-à-dire que c'est pas wholly within. Donc, si vous avez des grands socles, vous pouvez déborder un petit peu à gauche et à droite de cette bulle de 9, de ce cercle de 9. Alors, tout d'abord, j'ai quand même un truc à dire là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé le stream Méta-Rétex de Noël? Parce que dedans, on avait fait des calls sur ce qu'on voulait voir en V11, et il y en a un, c'était exactement celui-là. Et il venait de moi. Mais en dehors de ça, comment ça va impacter le jeu? Ça va l'impacter, hein, ça va l'impacter quand même pas mal. On va être encore une fois entre le majeur et le central. Donc c'est
C'est du orange-rouge. Orange Je sanguine. mettrais je mettrais quand même... on va mettre rouge quand même, parce que Allez, ça on va être, mettre rouge. ça va changer. Bah, déjà, on va voir les listes populeuses qu'on pouvait voir. Comment dire, mon Némésis, le Necron, avec ses 20 warriors, n'existe plus. Enfin, n'existe Ou plus. différemment. N'existe plus tel quel. Et ça, j'en suis le premier heureux. Les charges invraisemblables des orques à 20 boys. C'est ça aussi, les charges slingshot invraisemblables de 20 boys n'existent plus. Ça va aussi changer fondamentalement comment on va screener chez nous. Oui, D'autant plus que derrière, on voit le point un peu plus loin qu'on a la FEP à 8 pouces. Donc, en gros, notre list build, ça va impacter notre list building, nos mouvements, notre screening, ça va impacter beaucoup de choses. Oui. Et ça fait qu'on va avoir des rideaux, des screens pour empêcher l'avancement de l'adversaire qui seront un peu moins tight, ou en tout cas on n'aura plus les 90 points de 20 Katachan, je sais plus le nombre de points des Katachan, mais les 20 Katachan qui bloquent entièrement la map, ça sera plus possible. Ouais. J'ai clairement remarqué en faisant ma première game de V11 qu'il y a besoin d'une ressource de plus pour screener sa backlane. Par rapport à avant, où on avait l'habitude de mettre une merde pour screener chez soi. Là maintenant il en faut 3. J'ai un peu l'impression. Ou alors faudrait des chars de fond de cours, je sais pas, mais c'est plus dur à screener, ça c'est sûr. Ensuite, toujours à propos des unités, la zone d'engagement est passée à 2 pouces. Elle est alors donc interdiction de finir un mouvement à 2 pouces d'une unité, c'est une zone d'interdiction. Par contre, si votre mouvement vous permet d'entièrement traverser cette zone, vous pouvez passer à travers et finir entièrement derrière. Ça, c'est possible. Qu'est-ce que tu dis de ce changement ? Ça va être du jaune. Ça va être plus facile de bloquer certaines pièces. Faut faire attention de ne pas se faire passer derrière. Maintenant, on peut plus se coller à quelqu'un en disant il passera jamais, parce que s'il a le mouvement, il sera derrière nous. Donc ça va changer comment on va faire notre manière de screener. On va les reculer de 2-3 pouces pour être sûr que personne peut nous passer à travers. Mais globalement, ouais, ça change un poil. Ça change. Ça sera plus facile de bloquer les véhicules aussi. Oui, effectivement, oui, parce qu'il faut bien pouvoir les poser, ces véhicules. Et les listes de Knight avaient déjà un petit peu ce problème-là avec les maps VTC en V10. Et ben là, ça va être un peu différent, mais pas plus difficile à faire. Ensuite, on a le fly qui a pas mal changé. Le fly en V10, c'était un mot-clé un peu anecdotique. Mais par contre, en V11, ça a l'air d'être un mot-clé assez central parce que ce qu'ils ont changé, c'est que désormais, on peut retrancher 2 pouces de mouvement pour ignorer tous les décors et les unités ennemies dans son déplacement. C'est-à-dire ignorer les hauteurs verticales comme on le faisait en V9. Et ça va être tout particulièrement impactant sur les véhicules fly, qui eux, à la base, ne pouvaient pas passer les murs et qui là, maintenant, passent à travers comme s'il n'y avait rien. Jaune-rouge, on va le mettre en jaune, parce que ça concerne pas 100% du jeu, mais ça concerne 100% des unités fly. Fort. Donc oui, ça donne une dimension en plus au jeu, en tout cas pour tout ce qui est taux, ce qui est aussi Eldar, vu que quasiment tous les véhicules Eldar volent. On va dire sauf les marcheurs, le Warwalker, Race Knight, etc. Mais globalement, ça va changer pas mal de choses à ce niveau-là. Ça nous permet aussi, des combos assez débiles où on take to the sky, on monte tout en haut, on s'est déplacé de moins de 2 pouces selon la règle. Et résultat, on a toujours le heavy. Ça marche sur les scourges et Tuco est ultra content que je donne ce tips à tout le monde. Effectivement, le heavy, on verra ça à la phase de tir. Il a changé un petit peu. On a aussi Fulgrim qui a fly. Fulgrim, il a fly ? Je crois qu'il a fly. C'est un serpent, il vole pas, ne me mentez pas. Je sais plus. Alors, je ne sais pas. Oui, alors bon, moi, t'imagines bien qu'en tant que joueur tôt, là, je suis refait. J'ai littéralement gagné un codex de plus que celui qui était déjà pas mal en V10. Donc effectivement, après la question c'est est-ce que je vais totalement abandonner mes unités qui n'ont pas fly? Pas forcément pour autant.
Donc, ok, en jaune. Petit point un petit peu... Fulgrim à Fly, il a des ailes, ouais. Oui, c'est pas faux. Ah oui, c'est vrai, c'est qu'il a des ailes, ouais. C'est un serpent à ailé. C'est un serpent ailé, c'est un Quetzalcoatl, là. Oui. Point suivant. Les véhicules et les socles ovales ne payent plus les pivots. Le rouge, on sait que ça nous a embêté. Ah, carrément, tu le vois comme ça, ah toi. ouais. Ah ouais. Ah oui. Tu veux dire que cette simple règle, elle fait revenir certains trucs où tu te dis je les considérais plus et là maintenant je les considère de nouveau. Bah, ça a été patché presque instant un mois après la... Enfin, un mois. Ouais, c'était un mois après la sortie en V10 quand ils avaient mis cette règle. Bah, on sait que ça marche pas, ça nous fait tous peur. On a vu tous ce même de la Doomsday Arc qui tourne dans tous les sens pour gagner 3 pouces de mouvement. Enfin non, je crois que c'est 2 pouces et demi de mouvement une Doomsday Arc si le pivot est gratuit. Moi, je suis content avec mes Fire Prism, mais je trouve ça un peu nul, quoi. Surtout en armant Warhost, j'ai Advance, mon Fire Prism, il a même pas besoin de Take to the Sky parce qu'il fait du breakdance. Donc voilà. Ok, d'accord. Alors c'est marrant, je voyais pas ça autant central pour toi, mais intéressant. Sinon... Oui, alors... avec le Heavy qui permet de bouger 3, c'est stupide. Hein. Oui, d'ailleurs pour toi... les broadside reviennent dans l'écran. Ah mais oui, parce que du coup elles peuvent tourner leur gun, broadside pivot gratuit, ils ont heavy, bonjour, la broadside touche à 2, PA-4, D6 plus 1, 2 tirs. Joli, on aime bien ça, voilà. On aime bien ça. Ah oui, je suis mentalement prêt. Point suivant, à propos des transports, donc j'ai un peu groupé tout ce qui concerne les transports dans ce point mouvement, même si on pourrait argumenter qu'il y a des trucs qui concernent le tir et le corps à corps, mais comme ça on n'en parle qu'une seule fois. Donc, qu'est-ce qui a changé ? On peut toujours faire les mêmes déploiements qu'avant et il y en a un de plus. C'est-à-dire que votre transport, soit vous descendez du transport, vous faites votre déplacement, vous pouvez tirer, vous pouvez faire une charge, soit le transport s'est déplacé, vous descendez du transport, vous pouvez faire vos tirs. Et est-ce qu'on peut faire les charges dans ce cas ? Si le transport s'est déplacé ? Non, hein ? Non, on peut pas faire les charges. Ok, c'est juste. Et le dernier point qu'ils ont rajouté, c'est le déploiement en combat, en engagement, le combat débarque. C'est-à-dire que si votre transport est engagé au corps à corps, vous pouvez faire débarquer les gaillards qui sont dedans et directement en portée d'engagement de l'unité qui avait engagé votre transport. Un petit peu genre les gitans votanes pas contents qui sortent défendre la caravane, quoi. Et je mets aussi dans ce même point pourquoi je parle de vulnérabilité accrue, parce que on verra pendant la phase de tir, mais le Hazardous a changé. Maintenant, le Hazardous c'est sur du 1 et du 2, et lorsque votre transport est détruit, c'est toutes les figurines qui sont à l'intérieur qui vont faire leur Hazardous et qui vont mourir sur du 1 et du 2, ou prendre une blessure mortelle sur du 1 et du 2. Blessure mortelle. Ouais. Ça change beaucoup pour les armées les multi-infanteries. Donc prendre une blessure mortelle sur du 1 et du 2. En plus de ça, donc on doit faire ce retrait de figurines avant de commencer à les poser. Et quand on les pose, c'est au plus près du transport. On ne peut pas commencer à les gratter de la portée pour les mettre hors de ligne de vue. Et en plus de ça, si le véhicule explose, ça se fait en tout dernier et ils vont reprendre encore une fois du DBM. Donc c'est 3 raisons d'avoir une vulnérabilité accrue pour les figurines qui descendent. Également, un truc qui est resté, c'est qu'elles descendent Battle Shock. Mais maintenant, ça veut dire qu'elles vont peut-être le rester pendant le tour adversaire. Donc le Kinder Surprise de je mets mon rhino juste derrière un objectif, tu me pètes mon rhino, je débarque les mecs qui sont dessus, c'est mon tour, je les dé Battle Shock, je prends l'objectif. C'est loin d'être garanti maintenant. Oui. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé pour expliquer cette règle. Rouge. Ouais. Rouge dans le sens... rouge dans le sens... Comme j'ai dit, le Monopev a plus du tout envie de prendre du transport avec ce changement du Hazardous. Oui. On a pu le voir sur le live de Warhammer, enfin de Game Workshop eux-mêmes. Oui. Où je sais plus qui perd 6 figurines sur l'explosion d'un transport. Je sais plus ce que c'était. En tout cas, les 3/4 de son dispositif. Les Venom, c'est un peu le changement, mais enfin c'est un peu pas le changement, c'est un peu l'exception. Les Venom seront toujours là, les Star Weavers seront toujours là, mais c'est un peu l'exception. Je pense que le fait aussi de pas être sûr à 100% de mon Kinder Surprise, il me donne le point
Euh, donc c'est un peu moins bien, on verra moins Strix. Ça nous sert toujours en tant que tremplin et autres. Il faudra bien sûr voir les maps aussi, parce que du peu qu'on a pu voir, avec ces changements de ligne de vue, c'est plus facile de voir un transport, c'est moins facile à stage. Donc je pense que avec ces changements-là et en plus avec les autres changements, les transports seront moins. Il y aura moins propension à prendre des transports qu'en V10. Ok. C'est effectivement aussi un peu comme ça que je lisais le truc. Point suivant, donc la FEP est passée à 8 pouces, ainsi que plein d'autres trucs. Donc juste pour spoiler un petit peu la suite, la FEP passe à 8 pouces, mais la charge reste à 9, parce que maintenant la charge doit te permettre de entièrement clear la distance entre les deux figurines les plus proches. Ce qui veut Sachant dire qu'on que... se met à plus de 8. Voilà, comme on se met à plus de 8, il faut 9 pour entièrement clear la distance entre les deux figurines. Également, il y a tout un tas de triggers qui, en gros, tous les triggers qui parlaient de 9 avant, maintenant ils parlent de 8. Les mouvements réactifs sont à 8. Le rétaliation cadre gagne ses bonus à 8. Et je pense qu'on peut trouver plein d'autres exemples comme ça. Qu'est-ce que tu dis ? Globalement, FEP et Reserve Strat à 8, ça va être du... Ouais, c'est entre jaune et rouge encore une fois, c'est un peu difficile à dire pour le moment. On garde toujours cette charge qui est à 9, donc c'est 56% ou 46%, je ne sais plus, avec le reroll, je me souviens plus, j'ai plus en tête. Mais globalement, ouais, je mettrais du jaune. Ça va être central. Ça va être majeur sans pour autant que tu doives entièrement build des listes là autour. Majeur, pas central. Ouais, exactement. Ouais. Effectivement, je pense que ça fait sens. Oui, c'est vrai que combiné, on a mis combien la cohésion 9 on l'a mis en rouge. Hein. Ouais, restons cohérents et mettons aussi la fête. Parce que c'est vrai que ça en fait, Nico a raison. Globalement, on a des unités qui sont plus ramassées en boule et qui en plus screen 1 pouce de moins de chaque côté, donc 2 pouces de moins au total. C'est vrai que quand on additionne tout ça, on se retrouve vite à avoir besoin de 3 unités pour screen juste la ligne de fond de map, quoi. C'est effectivement. Sinon, changement suivant, donc le nouveau Desperate Escape, donc il a changé un petit peu. Quand vous avez une unité Battle Shock qui veut quitter un corps à corps, chose qu'on tentait assez souvent avant, et ben maintenant vous faites un jet de Hazardous. Donc c'est-à-dire que c'est sur un 1 et un 2 qu'on va prendre une BM, mais c'est toutes les figurines de l'unité, pas juste celles qui sont engagées au corps à corps. Donc sur 20 boys, en moyenne ça fait, attends, calcul mental, 6, un peu plus, entre 6 et 7 morts, quoi. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? En soi, c'est jaune-rouge parce que le SM, il en a rien à foutre, c'est exactement la même stat qu'avant. Et par contre, les armées monopev, ils détestent cette nouvelle règle. Oui. Donc moi, en tant qu'Eldar et Sista, je n'aime pas du tout parce que c'est 1, 1, 2, c'est un mort, ça me double le nombre de morts que j'ai sur mes Desperate Escape. Donc voilà. Oui. Tu veux que je le mette en jaune ou en rouge ? Ouais, mais en jaune, il n'y a pas tout le monde qui ça impacte pas tout le monde. Du monopev, exactement. Comme on a dit, le Space Marine va toujours pas réfléchir. Hein. Enfin, c'est pour ça qu'ils jouent Space Marine aussi. Et donc ils vont juste se casser. Et ça fera exactement le même nombre de morts qu'en V10, tandis qu'une personne monopev y réfléchira 2 fois. Oui. Également, on a eu des changements sur les flyers et j'ai mis les hovers. Donc maintenant, ça va être un petit peu différent, un flyer ou un hover, dans la mesure où, donc c'est les aérodines, hein, il sera soit un flyer pendant toute la game, soit un hover pendant toute la game. C'est fini un petit peu de changer entre ces deux états. Après, je vais vous dire qu'on n'a pas forcément été inondé par les aérodines en V10. Hein. Donc désormais, si c'est un flyer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir de réserve au début, enfin à la phase de mouvement, pour se positionner à un endroit, un petit peu comme une réserve. Il va faire ses tirs.
Ensuite, l'adversaire va jouer son tour et va, au choix, essayer de le dégommer ou non. Mais de toute façon, à la fin du tour de l'adversaire, il va repartir. Donc en fait, maintenant, c'est devenu du pur uppy-downy. L'avion, on va le poser, l'enlever, le mettre ailleurs, l'enlever, le mettre ailleurs, l'enlever, jusqu'à ce que quelqu'un le bute. Sauf si c'est un avion hover. Donc si c'est un avion hover, en gros, ça s'apparente beaucoup plus à un véhicule qui a le fly. C'est-à-dire qu'on va le dépasser comme un véhicule qui a le fly. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas d'OC. Ça reste à 0. Et j'ai mis info partielle parce que pour le moment, on n'a pas encore une idée exacte de quels sont les aérodynes qui ont flyer et quels sont les aérodynes qui ont hover. Je crois maintenant c'est bon, on a tout, mais je suis pas sûr. Il me semble qu'on a tout avec avec la sortie d'aujourd'hui. Ok. Mais c'est du vert. C'est du vert. Enfin, c'est du vert. Ensuite, Scary va nous sortir 3 Void Raven Bomber. Ça va être de la misère pour tout le monde. Et résultat, on va le passer en joueur. Mais pour le moment, Scary n'a pas encore joué en V11. Il n'a pas encore mis 3 Void Raven Bomber. Donc, c'est vert. Surtout que si on se place dans une optique de passer de la V10 à la V11, pour le moment, on s'en occupe pas. Et effectivement, comme tu dis plus tard, peut-être qu'il y aura des surprises plus tard. Du coup, il nous dit on a tout maintenant, ça rend plus simple à équilibrer. Oui, alors effectivement. C'est directement, c'est soit flyer, soit over. Mais disons il y a pas que les deux modes. Pour qu'un flyer soit intéressant, il faudra quand même qu'il tire vachement fort parce que comme il a pas d'OC, il va faire que ça. Aussi, est-ce que tu sais comment ils interagissent avec les décors maintenant? Est-ce que c'est comme un towering ou est-ce que... Non, je pense que c'est ligne de vue réelle. Enfin, ligne de vue réelle, comment on avait dit? Je dois dire, je me suis pas du tout intéressé. Non, moi non plus. On découvrira encore un peu avec les appendix et tout ça. Ok, donc ça c'est pour la phase de mouvement. On va passer à la phase suivante, qui est la phase de tir. Phase de tir, également pas mal d'infos. Il y a eu beaucoup de changements à ce niveau-là. ID, c'est les mêmes règles que le LOS et le reste du jeu, donc a priori cette histoire de ligne de vue réelle, elle aurait disparu. Ok. Ensuite, phase de tir, donc gros changement, et je trouve ça c'est un des changements que j'ai eu le plus de peine à appliquer pendant ma première partie de test, c'est que mon cerveau repartait automatiquement en V10 dès que j'étais concentré sur autre chose. Le couvert maintenant, il impacte plus la save, le couvert il donne -1 à la ballistic skill. Alors, du coup, concrètement... Surtout, c'est comment on l'obtient aussi, ça change. Voilà, exactement. Est-ce que ça, je ne l'ai pas détaillé plus loin. Ouais, j'ai parlé de Towin pour la visibilité. Infanterie, Beast et Swarm, ils ont juste à avoir un petit pied dans un couvert pour l'avoir. Il n'y a plus besoin d'être entièrement dedans. Et pour tout le reste, et aussi donc pour Infanterie, Beast et Swarm, si on n'est pas vu entièrement, on a le coup. Exactement. Donc en fait, les chars, ils doivent jouer que entièrement du décor avec l'embase, entièrement dehors, en jouant avec les embases, ou dès qu'ils sont un petit peu dedans, ils ne jouent que avec les éléments physiques pour tenter de se cacher. Oui. Et puis maintenant, c'est clair aussi, je vois pas totalement la figurine, c'est pas comme, je sais plus, c'était en V9 ou autre, si je vois plus de 50% de la figurine, il n'a pas le couvert. Non, c'est là, je vois pas entièrement, il a le couvert. Voilà. Par contre, également, changement par rapport à la V10, sitôt que les figurines d'une unité voient entièrement ne serait-ce qu'une seule figurine de l'adversaire, ça retire le couvert pour toute l'unité. Non. Non, maintenant, toute l'unité a le couvert. Attends voir, parce que si moi, mon unité, elle veut tirer sur une unité à toi, et que ton unité à toi, il y a un mec qui est entièrement pas dans le cover. Ton unité, elle a pas le cover. Tout le monde a le cover, il me semble. Non, regarde, même du coup, il a dit Tarkus a raison. Ok, Tarkus, il a raison. Justement, en fait, c'est inversé par rapport à la V10. À la V10, c'était super facile d'avoir le cover, tandis que maintenant, il faut que toutes les figurines d'une unité soient et le cover pour que l'unité ait le cover. Ce qui fait qu'il y a des positionnements un peu foireux que tu peux faire pour, en gros, si le gars joue sur l'embase, parce que sitôt que tu as un orteil, sitôt que chaque figurine a un orteil dans l'empreinte de la ruine, là c'est bon, c'est réglé. De toute façon, il y aura le cover dans tous les sens. Mais si tu veux jouer avec l'extérieur de l'embase, il faut faire attention parce que dès que tu auras une seule figurine qui sera entièrement visible, c'est tout le couvert qui saute. Donc, voilà. Alors, effectivement... Rouge. Ouais, rouge évidemment. Rouge évidemment.
celui-là, Parce que ça change aussi, la PA des armes devient exactement. beaucoup Alors, plus létale. oh oui, j'ai remarqué pendant Le retour du PA-1, Exactement. maintenant le PA-1 fait beaucoup plus mal qu'avant. Absolument, oui. Le PA-1 était anecdotique. Oui, et maintenant, elle est... En fait, la Seva 2, elle est plus si intouchable que ça. T'as un de PA, c'est des Seva 3. Et puis, il restera toujours les Armor of Contempt, mais c'est une seule fois les Armor of Contempt. Et puis, t'as peut-être envie de garder pour une meilleure activation. Donc, ouais. Vraiment, le couvert, je pense que ça doit être un des trucs qui fait que tu dois le plus retourner ton cerveau pour jouer à ce jeu, le couvert et les lignes de vue. Ensuite, on va parler du nouveau mot-clé Hidden. Vous l'avez probablement vu passer. Le mot-clé Hidden, c'est que dès que mon unité d'infanterie Beast ou Swarm a le couvert, et dans le couvert, elle a le mot-clé Hidden, c'est-à-dire qu'on peut plus tirer dessus si on est au-delà de 15 points, de 15 pouces. C'est un petit peu une sorte de low-up. 12 pouces. Non, c'est 15 de base, 15. Et si elles sont entièrement masquées... Non, c'est 15. Et si elles sont entièrement masquées par un élément physique, ça passe à 12. Ah, elles sont gone to ground, c'est vrai. Et voilà, exactement. Donc, de base, mon unité, toutes les figurines de mon unité mordent sur l'embase du décor, c'est 15 pouces. Si en plus de mordre sur le décor, elles sont tous cachées au moins partiellement par un élément du terrain, c'est 12 pouces. Donc, c'est équivalent à un lone-up. Également, il y a des habilités qui permettent d'augmenter ou de réduire ce hidden. Et autre truc, pour qu'une unité reste hidden, elle ne doit pas tirer pendant son tour. Si une unité tire pendant son tour, elle n'aura pas le hidden pendant le tour adverse. Donc, c'est un mot-clé assez nouveau, mais comment est-ce qu'il impacte le jeu ? C'est du jaune. Je pense que, au vu des layouts, c'est du jaune. On arrive très vite contre l'adversaire et oui, ça va avoir de l'impact sur les premiers tours de jeu, mais après, ça devient vite gadget. Je pense que là où va se diriger la méta, ça va être du très rapide et du très létal, et donc je pense que ça sera extrêmement gadget. Ouais, ok. Ou alors du très gros tanking avec du Necron, mais globalement, ça sera gadget. Ok, d'accord. Mais c'est vrai, effectivement... je pense que c'est un truc qui va surprendre dans les premières parties. Et puis assez rapidement. Quand même prendre en compte, c'est pour ça que c'est en jaune. Oui, mais bien sûr. Une fois que c'est bien compris, je pense que tout le monde va avoir tellement de rapidité. En tout cas, les top lists vont avoir tellement de rapidité. En tout cas, moi, ce que je joue en Eldar, le Hidden, je m'en fous. ouais, totalement. Je vois l'idée. C'est vrai que je pense qu'en taux... de toute façon, t'as des armes qui ont une portée de 18, celles qui font vraiment mal. Bah, t'iras à 15, quoi. Autre point, donc on a parlé du toe-in quand on parlait du couvert, maintenant on va en parler pour la visibilité, parce que c'est un gros changement aussi en termes de géométrie sur table. Maintenant, pour voir à travers l'embase d'un décor, il suffit d'avoir un orteil dedans, ou un toe-in, comme on dit en anglais, c'est un terme qui est souvent utilisé. Mais non seulement c'est valable pour l'infanterie, mais c'est également valable pour les véhicules. En gros, par rapport à la V10, c'est comme si tous les véhicules avaient towering au regard de la visibilité. Qu'est-ce qu'on en pense ? Rouge. Ça shift complètement toutes les mécanismes de trade qu'on a pu voir en V10. C'est pour ça qu'on va jouer la létalité, c'est pour ça que le tir est considéré actuellement comme la phase V11 pour le moment. Aux grandes dames des armées de corps à corps. Oui. Mais ça shift complètement toute la partie, enfin tout le jeu, hein, on va dire, complet. De plus, avec d'autres trucs, on a vu le pivot gratuit et ainsi de suite. On est vraiment sur des règles où on va juste se tirer, se bourrer la gueule. Donc voilà. Ok, alors effectivement, c'est bien ce qui me semblait. Point suivant pour l'indirect. Donc, l'indirect, ils ont fait pas mal de texte, mais au final, je ne sais pas si ça va tant changer que ça. Donc maintenant, il y a 3 façons de tirer avec une unité qui peut faire de l'indirect. Soit on tire en indirect total, c'est-à-dire qu'on tire sur une unité que personne ne voit. Aucune unité de mon armée ne voit cette figurine ou unité. Quand je tire, aucune unité de mon armée ne voit cette unité. Quand je tire, c'est sur du 6+, sans reroll, un peu comme l'Overwatch, on verra plus tard.
Si j'ai une unité de mon armée qui voit cette unité ennemie, c'est sur du 4+, sans reroll. Et si je vois entièrement l'unité, enfin si je vois l'unité avec mon unité de tir indirect, c'est comme si ça devenait une unité de tir direct, c'est avec sa ballistic skill standard et elle fait une phase de tir normale. Juste une petite précision, c'est que le tir indirect permet de tirer sur les unités hidden. Donc même en étant au-delà de 15 pouces d'une unité hidden, je peux faire de l'indirect dedans. Alors, est-ce que ça sonne le glas de l'indirect fire? Je ne saurais pas dire. Bon, ça va être du jaune, hein, tant qu'on peut pas vraiment dire. Bah, ça réduit quand même plus que significativement la létalité sur des unités, hein, les unités fond de cours qu'on aimait bien taper. Hein. Moi, avec mes 3 Dark Reaper, Mais c'est je voulais marrant parce tirer que sur des choses en fond de cours. Bah, ça existe plus, ou ça existe beaucoup moins. j'ai l'impression que l'indirect n'était pas dominant en V10, il était plutôt anecdotique dans certaines unités. Les unités étaient déjà chères pour ce qu'elles faisaient en indirect, et j'ai l'impression que l'avantage de bypasser le hidden ne vaut pas vraiment la restriction, enfin les pénalités pour toucher que tu obtiens. J'ai envie de dire, sauf si tout d'un coup les châssis d'indirect commencent à coûter sensiblement moins cher que les châssis directs. Et ça, c'est l'info qu'on n'a pas. Faudra voir les points, mais encore une fois, est-ce que le premium qu'on va payer pour de l'indirect ne vaut pas mieux dans une unité rapide? Exactement. Donc voilà. Ça me va. Ensuite, on va parler du changement au Plunging Fire. Donc le Plunging Fire, c'est quelque chose qu'on a très peu vu en V10 et qui pourtant a existé depuis le premier jour. C'est-à-dire que quand vous étiez à plus de 6 pouces, c'était, sauf erreur avant, eh bien vous avez +1 de PA en tirant en direction du bas. Maintenant, ça a changé. Le Plunging Fire, comme le couvert, s'applique sur la BS, la Ballistic Skill. Et en plus, c'est dès que vous êtes à 3 pouces de hauteur. Donc sitôt que hop, je prends un étage et je tire sur les gars qui sont en dessous, +1 à ma BS. Ou alors, de base, pour toutes les figurines qu'on le moque les Towering, dès qu'elles sont dans les 12 pouces du truc sur quoi elles tirent, elles ont le Plunging Fire, donc +1 à la BS. Ben, je dirais vert sauf pour Ika et Seka. Oui. Et voilà quoi. Voilà. C'est tout, il n'y a pas grand chose à dire pour le moment. C'est sûrement avec. Enfin, c'est rouge pour les Scourges. C'est rouge pour les Scourges. Oui. Jaune pour les Zika RK. Et vert pour le reste, je pense. C'est. Les Scourges de con. C'est exactement ça. Je me rappelle, hein, les Scourges, take the sky. Ils montent à l'étage. Plus un ballistic skill. Ils gardent leur heavy et ils tirent. Même plus besoin de dépenser un pain token pour le reroll. Ouais, c'est ça. En fait, tu vas te retrouver sur du 2+, avec des Scourges, quoi. Ouais, 2+ avec des Scourges, quand même pas mal. Hein. Ça pique. Oui. Ok, tip top. On va le laisser en vert parce que. Parce qu'il y a beaucoup d'armées que ça on va espère que moins ça sera concerner. faqué. Ouais. Après, c'est ça, ils vont peut-être faquer. Ils vont peut-être dire que si tu take to the sky, tu abandonnes le heavy. Ce qui ferait quand même pas mal sens si on se met dans la peau d'un truc qui a des ailes. Et s'il commence à s'envoler, j'imagine qu'il va pas tirer de façon ultra précise en même temps. Bien sûr, il se barre après. Bah oui, t'espérais quoi. Ah oui, bah oui, évidemment, il redescend. Après, il faudrait quand même pas qu'il reste exposé. Quand même. Non, bah non, ensuite, l'Overwatch a changé en 2 aspects. L'aspect le plus simple, c'est que maintenant, il n'y a plus de reroll autorisé quand on touche sur du 6, mais également, il se fait en fin de phase de mouvement. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus ces histoires d'activation où je me dis, tiens, je bouge ça, est-ce que t'Overwatch? Je bouge ça, est-ce que t'Overwatch? Cette unité, elle est engagée, mais une fois que tu auras désengagé ton truc, elle sera de nouveau éligible à l'Overwatch. Là, en gros, on fait une photo finish à la fin de la phase de mouvement et on décide si on a un truc à nous qui veut tirer à 24 sur un truc à l'autre, moyennant que sur du 6 et sans reroll. C'est du jaune. C'est du jaune. C'est du jaune, ça change. On sait que Overwatch reste quand même un stratagème prisé par beaucoup de monde. Ça nous change quand même. Ça a fait aussi que derrière, on n'a plus par exemple, j'envoie Likis à l'autre bout du monde, je tue 2 choses, maintenant il est au milieu des lignes ennemies, et je dis à tout le monde, dès que quelqu'un bouge, il meurt. Donc ça va aussi changer des choses.
Moi, j'ai l'impression que, en taux, ça me donne envie de rentrer une unité de Crisis avec les Flamers juste parce que je peux plus faire des Overwatch en reroll hit et comme ça, au moins, je me dis, j'ai une ressource d'Overwatch un peu valable. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont chercher à mettre une bonne source d'Overwatch parce qu'il y a que ça qui va faire une vraie Overwatch. On va jouer avec moins d'Overwatch. Hein. On va jouer avec moins d'Overwatch. Il y a peut-être des armées qui vont se dire, chouette, j'ai économisé un CP par tour que j'utilisais déjà C'est très ça. peu. C'est ça. Ok. Bon, on en a parlé un petit peu en parlant d'autres trucs. Maintenant, le Heavy autorise 3 pouces de mouvement. C'est bien. On aime. Alors, effectivement, c'est un changement qu'on aime bien, mais est-ce que ça impacte beaucoup de monde? Bah, le problème, c'est que comparé à, comparons le comparable à V9 où on avait partout du heavy, bah maintenant c'est un mot-clé qui est plutôt absent, ou qu'on voit beaucoup moins qu'en V9. Donc oui, ça change, ça va être jaune, parce que maintenant les unités heavy sont un peu plus sexy. Oui. On pense, je sais pas, aux Retributor Sista qui maintenant ont encore plus de punch. Hein. Donc oui. Je dis oui, ça va être un jaune parce que ça change fondamentalement comment on va jouer des unités heavy. Et oui, avec le towering, ça profite énormément parce que résultat, on peut juste attendre derrière un... Ouais, et puis... On peut juste attendre derrière un orteil. On met l'orteil et on voit tout et on a heavy. Donc, surtout que quand on met l'orteil, ce qui reste comme élément physique, c'est quand même vachement moins occultant que les grands L du VTC. Oui. Donc quand on met l'orteil, on voit loin. C'est ça. Donc oui, ça change fondamentalement. Je le laisse en jaune parce que fondamentalement, oui, ça change énormément. Mais seulement pour ceux que ça concerne. Tant de monde. Tu vois, la question qu'on pourrait poser en pourquoi c'est pas rouge, c'est est-ce que tu vas chercher que tes ressources qu'on des mots-clés heavy parce que c'est tellement incroyable qu'il faut ça dans la liste? Pas forcément. Non, le mouvement est toujours le bien, mouvement et malheureusement, on va pas gagner avec une armée qui bouge de 3 pouces. Ok. Sinon, on va parler du système de save. Donc, le système de save a changé un petit peu. Maintenant, en gros, quand vous avez des unités qui ont des profils multiples, des modèles qui ont des profils multiples à l'intérieur, on doit déclarer dans quel ordre on va prendre les saves. Je vais pas donner un exemple avec des titres, mais on va juste faire des chiffres fictifs. Si dans la même unité, j'ai des figurines qui ont une save à 4 et par exemple une figurine qui a une save à 2, je dois dire au départ... Je vais commencer à tanker sur la figurine K2, puis ensuite je tankerai sur les figurines qui ont 4. Ensuite je lance tous les blessures que j'ai reçues en sauvegarde d'armure et je les trie du pire au meilleur. Je vais d'abord mettre tous les 1, et ça va arriver dans la figurine qui a la save à 2, et ensuite... les résultats suivants, les 2, puis les 3, puis les 4, puis les 5, puis les 6, dans les figurines suivantes. S'il y a des personnages dans cette unité-là, je suis obligé de les mettre à la fin, en termes de groupe, en choisissant lequel des deux personnages je mets en premier et lequel je mets en suivant. Également, les figurines qui sont déjà blessées sont obligées d'être dans le premier groupe. Et à chaque activation, à chaque nouveau gun, donc chaque gun est lancé en groupe. Par exemple, s'il y a 2 plasmas, 2 fuseurs et 6 carabines, les 6 carabines c'est tout en même temps, les 2 plasmas c'est tous en même temps, les 2 fuseurs c'est tous en même temps. Et à chaque fois tout est fait en fast rolling. Ouais. Tout est fait en fast rolling obligatoire. Plus de slow rolling. Et par exemple, j'ai tanké les carabines, coup de bol, j'ai pris j'ai perdu aucune wound sur ma figurine qui avait une 2+. Vient le moment de prendre les meltas, et ben je peux très bien à ce moment-là refaire mes groupes, et je dis, ben cette fois je commence avec mes figurines qui ont une save à 4, je bouffe les meltas dessus, j'ai plus de figurines blessées, je dis, je dois prendre les plasmas, je dis, ben je choisis de les prendre sur mes figurines qui ont une save à 4 de nouveau. En gros, à chaque nouvelle arme qui arrive, je refais ces groupes. Impact du précision là-dessus, c'est-à-dire que le précision... Les caractères en premier groupe. Exactement, voilà. C'est l'adversaire qui va dire, eh ben ce personnage-là, moi je le mets en premier groupe. Je peux choisir de prendre ton meneur ou ton support et hop, je le place devant. Et ça veut surtout dire qu'il va se bouffer les 1. Et comme généralement, c'est le personnage qui a le meilleur tanking de l'unité, et ben c'est le personnage qui va se bouffer les 1. Donc j'ai parlé longtemps pour expliquer un truc qui, à la jouabilité, est assez évident et simple. Mais maintenant, la question, c'est à quel point est-ce qu'il est impactant. Rouge. Est-ce ça rend des trucs très... La survivabilité sur du tir
Maintenant, on va malheureusement pas espérer tuer un gros pack sur une activation de tir. Ça ne marchera pas. L'Archonte et Macari en sueur, ben effectivement, parce C'est que ça. le problème c'est que si on prend une volée de carabine qui a pas de PA dans la gueule, si on tank sur Macari, il y aura forcément un 1 et tout le reste va partir dans Gazgul. Mais si on décide de tanker sur Gazgul, si Gazgul fait un 1, eh ben c'est lui qui devra tanker toutes les suites. Et quand il y a les fuseurs qui vont arriver, ben Macari sera plus là pour les tanker. Donc effectivement, Macari en sueur. Pareil pour ces petits tokens qui ont des super saves dans les unités de trucs un Oui, peu mais plus... par contre, derrière, on a 20 boys. Oui, tous les boys sont morts, mais tous les 1 sont passés. Donc, on est sûr que Gazgul Ça c'est vrai. survit en Oui. une activation. C'est vrai que moi je le voyais en solo, le Gazgul, mais c'est bien sûr que d'habitude Pareil, l'Archonte, il a son Void Shield. Et son Void Shield, vu qu'il c'est une 1 vue à 2, ben, en une activation de tir, il va jamais. Ouais, c'est ça. Ou en une activation de fight. Donc, oui. Est-ce que tu penses que tu vas te diriger un peu vers les outils précision de ton codex parce qu'ils deviennent intéressants? Les précisions, ça met bien en sueur aussi parce que vu que c'est orderé, donc on fast roll tout et c'est les rats qui passent en premier. Donc précision rend intéressant la chose. On a une plus grande propension si on veut vraiment tuer le caractère à utiliser un CP au corps à corps pour mettre précision. Et Ou à également, amener bien sûr. des caractères précision. Il y a peut-être en au Eldar, Death il y a Jester. Morgan Ra, il a pas précision. Moganra n'a pas précision. Oh. Le Death Jester a précision. D'accord, ok. Le Je Death connais pas les Jester, Eldar. qui est vachement cool. Je pense dans cette édition. Il faudra le tester en tout cas. Ok, alors on a bien couvert la phase de tir, on va passer à la phase suivante. Je les ai groupés ensemble, hein. La phase de charge et la phase de fight qui sont deux... Le solitaire aussi, oui, le 12 solitaire. attaques, ouais. Voilà, là t'es sûr, ouais, tu balayes. 12 attaques en blitz, ouais. La phase de charge et la phase de fight, je les ai groupées, donc c'est deux phases différentes qui interviennent l'une après l'autre. On va voir les changements qu'il y a eu là-dedans. Bon, le changement qui a fait couler une pétée d'encre, parce que c'est un des premiers trucs qui est arrivé avant même qu'on ait la moindre autre règle de la V11, c'est que maintenant, au lieu de déclarer une cible de la charge, puis de lancer les dés, on lance les dés, et ensuite, des choix s'offrent à nous. Soit on regarde où on peut finir en zone d'engagement et on y va, en impactant le nombre d'unités qu'on veut tout en respectant toutes les autres règles de cohérence et tout ça. Soit on bouge pas, on peut aussi décider de j'ai lancé ma charge mais en même temps ça me permet pas d'aller dans le truc que je voulais donc je bouge pas. J'imagine que c'est du rouge ça. Ah oui, c'est du rouge, ça change complètement la dynamique de la charge. On peut aussi take to the sky en charge, ainsi de suite. On est en vue le résultat. Dieu sait que avoir l'information sur un jet de dés est très important, tandis qu'avant c'était vraiment du gamble. On disait je fais ça et je vais tenter de le faire. Maintenant c'est j'ai fait ça, je peux faire si ça. C'est que en fait, ça change fondamentalement comment on va réfléchir à une phase de charge. Un bon jet de charge, il aura toujours un bon outcome. Si tout d'un coup tu rolls un 11 ou un 12, tu vas forcément te poser des questions en te disant ok, comment j'exploite ce 11 et ce 12, là où des fois tu dis bon, je prends la charge obvious, je lance, j'ai fait 11, bon, je m'en fous un peu, j'y vais quoi. Là tu rolls un 11 ou un 12, tu dis ok, il faut que je revoie ma géométrie, je peux faire plein d'autres trucs. Tu crois qu'il dit que tout va être... Ouais, il y a des chances. Globalement, il y a quasiment tout qui est rouge. Ouais, la fight phase a beaucoup changé. Donc, la fight phase change énormément. En gros, on a vu une fight phase de V10 qui était énormément régie par une micro. Et là, on a toute cette micro qui change complètement. Donc oui, il va y avoir beaucoup de rouge ici. Donc également, deuxième point, la phase de combat. La zone d'engagement pour la phase de combat est 2 pouces, donc la même chose que la zone d'interdiction l'était pour la phase de mouvement, là, en phase de combat, 2 pouces. On perd l'enfer de se dire « Ah là, faut que je socle bien le petit gars pour être sûr qu'il puisse fight, tout ça. » Donc maintenant, c'est j'ai 2 pouces, voilà, ce qui rentre dans mes 2 pouces, je peux le taper. Oui. Et rouge, ça change comment on réfléchit et comment on place nos unités dans une phase de combat. Donc encore une fois, ça régit la micro, pardon, et donc ça régit la phase de combat qui est une phase de micro. Donc oui, c'est du rouge. Est-ce qu'on a pareil gardé... derrière la...
Est-ce qu'on a Oui. gardé le concept de les figurines qui touchent un socle, même si ça nous fait sortir Alors, de 2 pouces? non. Non. Non, non, on peut pas fight si on touche un socle, on touche un socle. Donc il faut être dans les 2 pouces, Maintenant, point barre. il faut être dans les 2 pouces, point barre. Ok. Disparition de la nécessité de socler, ça va permettre des grosses géométries et des gros mouvements. On pense au Pylin Conso A6 qui va avoir un gros impact là-dedans. Hein. Nos chers amis Harlequins sont très heureux de ça. Bien sûr, si on socle quelqu'un, il ne peut plus Pylin, donc il y a ça aussi. Donc il y a plein de petits tricks à faire. Donc ça aussi, ça va être rouge parce que ça va nous donner beaucoup de... Surtout sur, comme j'ai dit, Pylin Conso A6, beaucoup de projections. Donc juste pour Chez l'adversaire. qu'on rappelle comment se passe donc le Pylin, on va en parler globalement en même temps que ça. Maintenant, le Pylin, je dois d'abord activer les figurines qui peuvent finir dans le pouce et les mettre dans le pouce, c'est juste. Mhm. Puis celles qui peuvent finir dans les 2 pouces et les mettre dans les 2 pouces. C'est ça. Puis le reste se balade un peu comme il peut derrière. Mais du coup, il tapera pas le reste. Oui. Donc en somme, j'ai l'impression que c'est plus simple à comprendre, mais que ça n'empêchera pas de faire moins de mouvements de shenanigans, quoi. Ah oui, il y aura toujours des shenanigans. On trouvera toujours de quoi faire. Hein. Il y a certaines personnes qui vont sûrement avoir une deuxième phase de mouvement grâce à ça. Ok, tip top. Le Pylin en série. Alors, pour opérant, expliquer oui. ça, donc en gros, les Pylins avant, ils se faisaient directement lorsque l'unité était choisie pour taper. C'était, je vais commencer à taper avec elle, ok, donc je fais mon Pylin et ensuite je tape. Là, le Pylin, il intervient à la fin de la phase de charge. Une fois que j'ai fait toutes mes charges, j'ai posé les figurines où je pouvais les poser. Le joueur opérant, donc celui qui a fait les charges, fait tous ses Pylins. De tous les corps à corps, partout, il fait tous ses Pylins. Là. Une fois que j'ai fait tous mes Pylins, c'est l'adversaire qui fait tous ses Pylins. Donc ça change l'ordering des Pylins, c'est-à-dire que le joueur opérant pourra plus facilement bloquer des trucs et éviter de se faire bloquer à son tour par des Pylins. C'est ça. Donc oui, rouge. Ouais, rouge, évidemment, ça change. Et d'ailleurs, on a oublié un point juste après, c'est le mouvement d'overrun. Alors, c'est vrai on va l'inclure dans le Pylin parce que c'est un mouvement de Pylin, l'overrun. Bah non, c'est pas un mouvement de Pylin parce qu'on l'a déjà fait. On a déjà Pylin en début de fight phase et on peut re-Pylin une deuxième fois. Donc je te laisse imaginer un truc qui a Pylin conso à 6, qui overrun encore à 6 et qui conso à 6 derrière. Donc explique-nous l'overrun juste pour que tout le monde puisse bien le comprendre. On avait tous en V10 cet exemple où j'ai tué quelque chose, on avait chargé à 2, mon copain qui est à côté, il n'y a plus rien à fight, donc derrière, il va Pylin à 3 pour essayer de rentrer dans quelqu'un d'autre. Donc il va faire un deuxième Pylin. Là qu'on a déjà fait notre Pylin en début de fight phase, derrière, vu que notre copain il a tout tué, derrière on va pouvoir faire un overrun move, qui derrière va nous permettre d'avoir une deuxième phase de Pylin à l'intérieur de la fight phase quand on a été sélectionné pour combattre. Donc là, on va pouvoir rebouger de notre mouvement de consolidation et taper à cet endroit. Ça fait qu'on va pouvoir potentiellement faire des overruns en cascade. Enfin, en cascade. Pas réellement en cascade, mais si on a bien cascadé nos fights, un qui tape, l'autre qui overrun, ça retape ici, ça overrun ici, et finalement, si on a une armée qui a du Pylin conso à 6 pouces, T1, on est chez l'adversaire et c'est très drôle. Ok. Ensuite, donc le système de l'ordering pendant la fight phase, il a changé. Donc en termes de V10, ça reste assez proche, c'est-à-dire que toutes les unités qui ont fait un mouvement de charge ou qui ont Fight First sont dans le premier bloc qu'on appelle le bloc Fight First. Également, maintenant, il y a l'intervention héroïque qui donne le Fight First, mais on en parlera après. Et ensuite, il y a les choses qui sont déjà engagées au corps à corps. On va commencer dans le groupe Fight First, mais on va commencer par le joueur opérant. Donc il y a une inversion à ce niveau-là par rapport à la V10. C'est-à-dire que si moi, je charge dans un Fight First, c'est quand même moi qui vais taper en premier. Ensuite, une fois qu'on a fait tous les Fight First et qu'on va passer au groupe suivant, il y a
pas un retour à zéro de l'ordering, c'est-à-dire que l'ordering commence. Si on fait des fight first, j'en fais un, il en fait un, j'en fais un, il en fait un, et puis qu'on a fini, et puis qu'on doit passer aux trucs normaux, bah ça fait que c'est mon tour. On continue le pif-paf comme ça, et c'est de nouveau mon tour de taper. Alors, ça va faire un peu des différences, j'imagine qu'on sera de nouveau sur un rouge. Alors c'est un rouge parce qu'il y a... premièrement, ça enlève Enfin, on voit que le Fight First, vu comment il se joue, qu'il y a beaucoup de comment dire, le Fight First a plus autant de... Le mot-clé Fight First sur une unité a beaucoup moins d'impact qu'avant. Où avant, il fallait l'éviter comme la peste si on jouait une armée CAC, l'adversaire qui était Fight First. Exactement, on peut enfin tuer Lion CAC, enfin essayer avec sa 3+1 vue, en effet. Et derrière, il y a aussi ces tricks. Donc, comme tu as dit, c'est le joueur opérant qui commence. Et si ça fait qu'on a déjà des fights qui sont opérants et qu'on ne charge pas, ça sera le joueur opérant qui commencera la fight phase. Ou alors, il faut bien compter, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, donc, il y aura tout ça. C'est un peu flou pour le moment. C'est un peu chiant à comprendre. On va voir au fur et à mesure de la version. Il y a aussi le fait que si on débarque, non je l'avais pas encore dit, mais si on débarque au corps à corps, on n'est pas considéré comme ayant chargé et qu'on fait aucun autre combat, on commencera le fight de débarquement en premier. Oui, en tant que non-fight first. Ouais. En tant que non-fight first, exactement. C'est d'ailleurs le seul cas de figure où si tu débarques agressivement dans un fight first, et là tu te feras quand même taper en premier. Oui, c'est ça. C'est le seul cas de figure. Ensuite, le strata d'intervention héroïque a pas mal changé. Donc, soit on le fait comme en V10, où un truc a réalisé une charge à 9 pouces, à 6 pouces de nous, et à ce moment-là, on va roll une charge, mais où on aura le droit de finir uniquement en zone d'engagement de ce truc et pas autre chose. Ou alors, si il n'y a pas eu de charge autour de nous, on peut lancer une charge contre n'importe quoi, et là c'est une charge qui n'est pas capée, c'est juste? Alors attention, comme on a dit, comme a dit Tuco, donc la version 1CP qui est comme la V10, sauf que maintenant c'est plus quelque chose à terminer sa charge à 6 pouces, c'est quelque chose à terminer sa charge à 12 pouces. Ah oui. Donc on peut déclarer une charge dès que quelqu'un rentre dans notre zone de charge. Ok, donc, ouais. Le 1CP, maintenant, il y a ça. Et le 2CP, maintenant, c'est la version réduite. Si quelqu'un est à 6 pouces de nous et n'a pas chargé, je peux charger cette personne. En fait, c'est un peu le Léonine agression des Dark Angel. C'est, ça, ou le challenge met, mais en charge phase. Ouais. Pour 2 CP, ça coûte cher, mais alors en même temps, tu peux aller charger des unités qui sont pas faites pour le corps à corps avec ça. Ça peut changer des choses, quoi. Et ça fait que derrière, il faut terminer à plus de 6 pouces et il faudra le prendre en compte. Et bon, après, c'est 2 CP, donc c'est cher. Ouais. Et oui, et le jet de charge est capé à 6, donc oui. Donc tu peux jamais faire plus de 6. Ma game test où je jouais tôt contre Custo, j'avais mis mes crisis fragiles pour brûler un truc sur un objectif, ce qui a très bien marché, mais derrière j'ai pris une intervention héroïque à 2 CP et j'ai perdu toutes mes crisis. Pour un truc où c'est vrai que j'ai oublié de jouer au tour, mais en même temps je trouvais ça joli, alors j'ai laissé le move. Et c'est ça, il faudra jouer au tour. On le met en rouge aussi ou bien? J'en mets en rouge, frontière du jaune, parce que... Ouais, ça va pas concerner tout le monde. Vu la... Comment ça s'appelle? Vu la... J'allais dire l'économie de CP qu'on va avoir dans notre partie, ça sera pas quand même le truc qu'on verra tout le temps. Mais il faut le garder en tête. Sinon, on va parler vite fait du nouveau Tank Shock, vu que c'est dans cette phase qu'il intervient. Il a peu changé, si ce n'est que maintenant les monstres peuvent aussi le faire. Et surtout, quand vous lancez vos dés en fonction de l'endurance, les 5 et les 6 vont faire une blessure à l'adversaire, mais les 1 vont vous en faire une à vous. Donc, on va se blesser quand on Tank Shock. C'est rouge. C'est rouge aussi, ça change fondamentalement quand même la chose. Qui ne s'est pas pris un Tank Shock d'un truc à 1 PV qu'on avait laissé en vie malencontreusement, le petit Dreadnought à 1 PV qui vient nous charger en fond de cours parce qu'on l'a laissé en vie et qui nous fait un Tank Shock et qui nous renverse la game. Je pense que c'est arrivé à plus d'une personne.
Donc oui, c'est rouge, c'est rouge. C'est-à-dire que là, le truc a un PV, il a de très fortes chances de se suicider s'il fait ce move. C'est ça. Et puis Tuco qui nous dit 12 c'est trop huge pour pas être rouge. Ouais mais 12 après il faut les rolls hein, quand même. Oui, et après il faut quand même roll 2D. Hein, donc, ouais. Oui, d'accord, sur encore du 7, parce que je rappelle, tu as le droit qu'à un CP par phase. Oui, non, donc ça veut dire que oui, tu vas faire ton intervention héroïque, mais elle est non rerollable ton intervention héroïque. Jusqu'à donc, combien plus d'interventions 6, 7, hein, comme avant. Hein. Pas beaucoup plus. Hein. Je pense qu'à 8, tu commences déjà à faudrait gagner la partie dessus. Quoi. Après, si tu sais que ce move te gagne la game, oui. Tu le fais. Oui. Parce que oui, si ça te gagne la partie, je le fais. Mais par contre, si ça me gagne pas la partie, je le fais pas. C'est pour ça que moi, je le mets plus au niveau du jaune. Vu que tu peux... Oui, ça ouvre des gambles. Ouais. On sait très bien qu'on a des gens, surtout en équipe suisse, qui vont jouer autour de ça au secours. Alors, passons à la suite. Donc, c'est un petit peu les trucs que j'ai mis dans la catégorie autres et oubli. En gros, c'est ceux que je savais pas trop où mettre. D'ailleurs, tu viens d'en parler maintenant. Maintenant, il y a un cap pour les strata. Une unité ne peut recevoir qu'un seul strata par phase. L'exemple le plus courant, c'est une unité qui a fait un strata sera pas éligible à faire une reroll vu que la reroll est un strata. Donc, il y a ce cap qui a été installé. Oui, rouge écarlate. Ah, très, très changeant pour toi. Oui, c'est rouge écarlate complet. C'est vrai que ça bloque détruit complètement certaines listes. Ouais. On pense Host of Ascension qui avant descend, fait pas 6, claque ces deux stratagèmes de létalité. Ça lui fait un tour à 3 CP où il est sûr de tuer ce qui est en face. Bah, là, c'est plus le cas. On ne peut plus faire de fait pas 6 et buffer ça. On peut même plus généralement... Attends, parce qu'il y a quand même le truc où c'est par phase. Donc, c'est-à-dire qu'un strata que tu as utilisé en phase de mouvement t'empêcherait pas d'utiliser un strata en phase de fight. Oui, donc j'ai pardon. Ouais, donc il peut utiliser qu'un seul strata de létalité. Voilà. Sur 2. Donc derrière, voilà. Pareil pour le fait de... On pense à tous nos amis qui ont claqué un CP pour faire une advanced charge dans charge phase. Pas de reroll. Reroll leur charge. Ouais. Après, la reroll... Ouais, ça dépend à quel point tu as besoin de faire une charge cruciale, effectivement, parce que potentiellement, au pire, si tu as 2 cibles, tu peux toujours aller dans celle qui est un peu plus près, mais si tu avais besoin d'aller chercher un truc, ouais, pas de reroll. Oui, c'est ça. Ouais. Donc oui, c'est et puis il y a sûrement, je pense, chaque personne en lisant ça aura ses propres exemples qui vont arriver en fonction de ce qu'ils ont eu l'habitude de jouer jusqu'à maintenant. Oui. Sinon, bon, alors là, je pense qu'on est un peu sur de l'anecdotique, mais j'en parle. Il y a eu un lissage de plus sur les keywords. On retrouve encore plus de keywords qui ont été lissés, histoire que tout le monde joue la même chose. Le concept de surge, donc c'est les mouvements réactifs au fait qu'on ramasse des... Oui, ça, on oubliait ça. Qu'est-ce qu'il dit? Les 2 à la charge sont forcément... Oui, c'est vrai. Les 2 à la charge sont forcément des échecs vu qu'il faut réussir à clear entièrement la distance qu'il y a entre nous et l'adversaire. Et vu que la zone d'engagement c'est 2 pouces, on est forcément à plus de 2 pouces. Donc non, mais même si on a un bonus, le doublage sera un échec. Ok. Non, ils ont clarifié même ça comme ça. Comme un 1 est toujours un échec, un 2 sur 2D est toujours un échec. Oui, c'est ça. Voilà. Pour les keywords, je disais, ouais, le surge a été lissé de sorte à ce que tout le monde ait le même surge. Donc, en gros, je me fais tirer dessus, je bouge en réaction. Le soin a été streamliné aussi, de sorte à ce que tout le monde fasse le même genre de soin. On a le mot-clé mobile qui est venu parler de toutes les figurines qui peuvent passer par-dessus les éléments de décor sans perdre de mouvement. C'est un petit peu comme un Take to the Sky gratuit, si on veut bien. On va le mettre en jaune parce qu'on aime avoir ces quality of life. Oui. Juste parce qu'on aime avoir du qualité. Juste parce qu'on aime ça. Les Titanic, alors là, si quelqu'un veut me corriger, n'hésitez pas, parce que je suis pas 100% sûr de ce que j'ai écrit. Ils peuvent shoot et fight plus action. En V10, ils pouvaient shoot et action. Il semblerait qu'ils puissent shoot et fight plus action. Alors ça, comme je t'ai dit, je suis pas sûr. J'ai pas assez lu le mot-clé Titanic. On peut chercher. En plus du fait qu'il a le plunging à 12, j'ai l'impression que le mot-clé Titanic a un petit peu remonté en intérêt. Surtout que le mot-clé Titanic est, il me semble, toujours accompagné du mot-clé mobile. Hein.
Bien. Ils peuvent shoot et être engagés et faire des actions. Mais est-ce que ça l'interdit Être de engagé. fight? Ouais, parce est-ce- que je crois que tu ne peux plus bouger une fois que tu fais une action. Mais si t'es en portée d'engagement au moment de la phase de fight, est-ce que t'as le droit de taper sans perdre ton action ou est-ce que tu perds ton action si tu tapes? Alors, Quoi, ça l'interdirait, ouais? il est où Titanic? Ah, moi j'ai pas. Alors, ou à la limite, on vérifiera ça. Hein, c'est de toute façon pas quelque chose d'ultra central. Je vais le laisser comme ça et puis on ira vérifier l'information. Et puis on va juste passer à ce problème de stack. Donc, au moment de d'écrire les règles, le -1 et le +1 n'est pas capé. Il n'y en a pas trouvé d'infos par rapport au cap de ce +1, -1. Maintenant, a priori, les TIO auraient déjà dit qu'ils veulent mettre des caps non. là-dessus. Tuco, il nous non, disait. c'est sur le. Non, c'était Non, c'est sur le. C'est sur oui, le on cap parlait des CP, c'est juste. Parce que, alors, il y a un truc qui est ouais. sûr, c'est que le +1 et -1 to hit étaient capés en V10, mais le +1 BS n'était pas capé en V10. Donc, en l'état, si on joue avec les règles de V10, il n'y a aucune raison de ne pas caper la BS, et c'est clairement la BS qui peut très vite monter. Bah, tu avais donné l'exemple des Scourges, on peut donner l'exemple des taux qui vont facilement avoir un in your cover, plus monter à l'étage, plus avoir +1 de BS avec le. Heavy. Ah oui, faire une action n'a jamais empêché de combattre. Ok, bah alors c'est juste, ouais. Donc ils peuvent être engagés, tirer, et faire une action, et fight. Donc ce stack, justement, qui n'est plus capé, à voir s'il y a une fac, une info supplémentaire qui tombe là-dessus d'ici là. Si on se base sur le principe que ces deux règles sont vraies, tu les mettrais de quelle couleur? Ben, ça va être du jaune, parce que ça ouvre la porte, malheureusement, à des trucs de l'enfer. Mais voilà. Ok. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui te revient en tête, là, qu'on aurait zappé? Non, ben, J'ai comme on l'impression avait dit, qu'on a... j'ai pensé à l'Overrun, mais qu'on a rajouté déjà. Oui, c'est ça. Je ne sais plus si. Oui, les caps différents, ouais. Mhm. Mais maintenant, il n'y a plus de cap. Exactement. Ou alors, ils éclairciront ça en temps voulu. Ok. Du coup, je pense de toute façon, les quelques questions, réactions et tout ça qu'il y avait, on les a pris à la volée concernant le chat. Je pense qu'on a déjà fait une bonne couverture de ces changements. Oui, ce sera probablement dans l'appendix, vu que ce sera le truc. Je me réjouis qu'il drop cet appendix parce que c'est vraiment un petit peu ce qui manque là pour jouer. J'espère que d'ici à la prochaine émission qu'on fera, on aura des données encore plus complètes. Et justement, sûrement. en parlant d'avenir, donc là, c'était la première édition qui a été faite de cette émission. Et l'idée, justement, ça va être de garder cette émission aussi fréquent que possible. Hein. Moi, j'ai pas mal d'obligations dans ces mois de juin et de juillet, malheureusement. Mais je vais essayer, dans la mesure du possible, d'en faire une toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines quand j'arrive pas. Et on va essayer de suivre un petit peu cette équipe suisse dans son processus d'apprentissage et de choix stratégiques. Pour que aussi chacun à la maison on puisse vraiment être au point sur les règles et jouer juste dès le début. La prochaine édition, normalement, je pense qu'on les aura. On fera une édition sur les forces disposition, lesquelles sont intéressantes, comment build un petit peu ses armées, quelle armée aller chercher ou quel archétype d'armée aller chercher en fonction des forces disposition qu'on a. La date, je peux pas vous la donner maintenant. J'aimerais bien que ce soit le 18 juin. Mais en l'état, je ne sais pas si je serai disponible à cette date. Donc, moi, je vous encourage à suivre les réseaux. Surtout, donc là, vous êtes sur Twitch, c'est le meilleur endroit parce que c'est l'endroit interactif pour discuter de ça. Je vous recommande de suivre l'Instagram parce que c'est là que je fais la communication pour donner les nouvelles dates et tout ça quand je mets en ligne une vidéo. Et également, si vous voulez les rediffusions des épisodes, c'est sur la chaîne YouTube, également Tarkus RPG. J'ai mis entre hier et aujourd'hui toutes les games du CBO. Vous pouvez aller les revoir si vous avez envie. Il y a les 5 games qui sont dessus. C'était très long parce que c'est des fichiers très lourds, mais c'est fait. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous dire, je sais pas, peut-être une prédiction, quelque chose? On espère que les Nécrons seront nerfs.
Pourquoi les Nécrons? Bah, parce que vu comment c'est wordé maintenant, ils peuvent se rester tout le temps et c'est l'enfer. Ah oui, tout court. De toute façon, même quand ils vont mal, les Nécrons, je me réjouis d'un nerf Nécron à chaque fois. Alors c'est parfait. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je remercie tout le monde qui est passé dans le chat, d'avoir participé et d'avoir donné un petit peu de visibilité à ça. N'hésitez pas à faire de la pub autour de vous parce que, ben, mine de rien, vu que moi je vais aller avec l'équipe suisse pour streamer le VTC, c'est quelque chose qui va coûter assez cher. Je demande pas d'argent, mais du coup, en échange, ce serait cool qu'il y ait des gens qui participent un petit peu, qui viennent un petit peu regarder et soutenir cette équipe suisse. Je te remercie aussi, toi, Adrien, de t'être prêté à l'exercice. Merci. Vous pouvez aussi retrouver d'ailleurs l'équipe suisse sur ton réseau. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est Alors, c'est Team Switzerland 40K. Team Switzerland. Les aventures de l'équipe suisse. Et là, on va bientôt... Enfin, vous avez peut-être déjà vu les messages, mais on va vous annoncer, bien sûr, la composition de l'équipe de cette année. Magnifique. Pardon, ainsi que nos prochains sponsors, les gens qui nous aident grassement à aller à cet événement. Tip top. Eh ben écoute, je me réjouis de découvrir ça. Je les partagerai si c'est un moment où j'ai le temps de faire ça. Au pire, tag-moi, envoie-moi quelque chose pour que j'aie le temps de les partager. Et sinon, eh ben on va se lâcher ici. Encore merci à tout le monde et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Bye bye.